Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à une figure mythique, Pocahontas. Ah oui, Pocahontas, le connaît surtout grâce aux dessins animés de Disney. Avec les couleurs, les chansons. Exactement. Mais derrière cette image un peu idéalisée se cache une histoire bien plus complexe, bien plus sombre aussi. On va essayer de démêler tout ça, de séparer la légende de la réalité. On va plonger dans les sources historiques, les témoignages, pour vous donner une vision plus complète, plus juste de qui était vraiment Pocahontas. Et croyez-moi, c'est une histoire passionnante, une histoire qui nous parle de la rencontre entre deux mondes, de conflits, de manipulation, mais aussi de courage et de résilience. Alors, on commence par le commencement. Pocahontas, ce n'est pas son vrai nom, vous saviez ça. Eh non, son vrai nom c'était Matoaka, un nom qui signifie la fleur entre deux ruisseaux. C'est joli. Oui, mais c'est un nom plein de poésie. Et puis, il y a eu ce surnom Pocahontas qui veut dire l'enjouée ou la petite espiègle. C'est son père qui l'a surnommé comme ça. Exactement. Wahunsunokok, le grand chef de la Confédération Powhatan. On dit qu'elle lui rappelait sa propre mère. D'ailleurs, à cette époque, il y avait une tradition chez les Powhatan. Chaque tribu devait envoyer une femme pour devenir l'une des épouses du chef. C'est ça. Une coutume qui peut nous paraître étrange aujourd'hui, mais qui avait un sens bien précis dans leur société. C'était une façon de sceller des alliances, de maintenir la paix entre les tribus. Exactement. Et puis, ces femmes n'étaient pas obligées de rester avec le chef toute leur vie. Après avoir eu un enfant, elles pouvaient retourner dans leur village d'origine. Ah, je vois. Donc ce n'était pas un mariage forcé à vie. Non, pas du tout. C'était une façon de créer des liens familiaux et politiques entre les différentes tribus. Fascinant. Et c'est dans ce contexte, au cœur de cette société complexe, qu'arrive un certain John Smith. Ah oui, John Smith, explorateur anglais, aventurier. Et un peu mythomane aussi, non? Disons qu'il aimait bien enjoliver ses récits. Vous connaissez sûrement l'histoire de sa capture par les Powhatan. Oui, il prétend avoir été sauvé in extremis par la jeune Pocahontas, qui s'est jetée sur lui pour l'empêcher d'être exécuté. Exactement. Une histoire très romanesque. Mais un peu trop parfaite pour être vraie, peut-être. C'est là que les historiens commencent à tiquer. Déjà, il est la question de l'âge. Pocahontas n'avait que 9 ou 10 ans à l'époque. Ah oui, quand même. Hmm. Difficile de l'imaginer influencer un conseil tribal à cet âge-là. Exactement. Et puis, il y a le comportement de John Smith lui-même. Il était plutôt du genre agressif envers les Powhatan. Il pilait leur village, exigeait des tribus. Pas vraiment le genre de personne qu'on a envie de sauver. Bien, voilà. Et puis, la version transmise par les Powhatan est bien différente. Selon eux, Smith a été épargné par Wahunsunakok pour des raisons politiques. Ah, bon con. Oui, le chef Powhatan a vu en Smith une opportunité, un moyen de nouer des relations avec les Anglais, d'obtenir des technologies, des avantages. Donc il l'a utilisé comme un pion dans son jeu politique. Exactement. C'était plus stratégique de le garder en vie que de le tuer. On est loin du grand amour et du sacrifice héroïque de Pocahontas. Oui, la réalité est souvent bien plus complexe que les légendes. Mais revenons à Pocahontas. Vers 14 ou 15 ans, elle se marie avec Kokum, un guerrier Powhatan. Et il s'installe près de la colonie de Jamestown. C'est ça. Et c'est là que les choses se compliquent. Les tensions montent entre les colons et les Powhatan. On sent la guerre arriver. Oui, la première guerre anglo-powhatan éclate. Et les causes sont multiples méfiances, incompréhension culturelle, mais aussi des actes de violence commis par certains colons. On parle de viol de femmes et d'enfants, Powhatan. Oui, des actes intolérables aux yeux des Powhatan, qui prenaient une justice implacable face à de tels crimes. Imaginez le choc des cultures, la difficulté de communiquer, la peur de l'autre. Un climat propice au conflit. Malheureusement, oui. Et c'est dans ce contexte tendu que Pocahontas est enlevée par le capitaine Samuel Argall. Pocahontas enlevée. Mais pourquoi faire sauce? Pour faire pression sur son père, Wahunsunakok. Les Anglais voulaient mettre fin à la guerre et ils ont vu en Pocahontas un moyen de négocier. Donc elle devient un otage. En quelque sorte, oui. Elle est emmenée de force sur un navire anglais, loin de sa famille, de son mari. Imaginez le traumatisme. Elle est retenue captive pendant plusieurs mois. On parle même de viols commis par des membres de l'équipage. C'est une période très sombre de sa vie. C'est terrible. Et c'est là qu'entre en scène John Rolfe. Oui, John Rolfe, un planteur de tabac veuf d'une quarantaine d'années, il va proposer d'épouser Pocahontas. Mais il y a une condition, non? Oui, Pocahontas doit se convertir au christianisme. Ah oui, on s'éloigne de plus en plus de l'image romantique de Disney. Eh oui, la réalité est bien différente. Pocahontas est contrainte de renoncer à sa foi, de se faire baptiser sous le nom de Rebecca et d'épouser John Rolfe. Un mariage présenté comme un symbole de paix.
mais qui cache une réalité bien plus sombre. Pocahontas n'avait pas vraiment le choix. Elle était prisonnière, isolée, loin de sa famille. On peut se demander ce qu'elle ressentait vraiment à ce moment-là. C'est la fameuse paix de Pocahontas qui met fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Pocahontas est utilisé comme un outil de propagande par les Anglais. Il la présente comme un exemple de sauvage, converti au christianisme. Une façon de justifier la colonisation. Exactement. Ils veulent montrer que les Amérindiens peuvent être civilisés, qu'ils peuvent adopter les mœurs européennes. Et c'est ainsi qu'elle est emmenée en Angleterre, loin de sa terre natale. Loin de tout ce qu'elle connaît. Présentée à la cour comme une princesse indienne, Pocahontas devient un objet de curiosité, un symbole exotique. On imagine le déchirement qu'elle a dû vivre. Oui, elle est tiraillée entre deux mondes, deux cultures. Et son histoire va prendre une tournure encore plus tragique. Mais ça, on en parlera dans la prochaine partie de notre Deep Dive. On a hâte de vous retrouver pour la suite, non? Pocahontas devient un véritable phénomène de société. On l'habille à l'européenne, on lui apprend les bonnes manières. On essaie de la transformer en lady anglaise lire. En quelque sorte, oui. Mais derrière cette façade, on peut imaginer sa solitude, son désarroi. Elle est loin de sa famille, de ses amis, de sa culture. Et puis, il y a ses retrouvailles avec John Smith. Ah oui? Après toutes ces années, elle le revoit en Angleterre. Imaginez la scène. Pocahontas, qui était manipulée, exploitée, se retrouve face à celui qui a contribué à créer le mythe Pocahontas. Un mythe qui masque la réalité de la colonisation. Exactement. Et d'après certains témoignages, Pocahontas aurait confronté Smith. Elle lui aurait reproché d'avoir déformé la vérité, d'avoir profité de son peuple. Elle a osé s'opposer à lui. Oui, elle lui a dit ces 4 vérités. On peut se demander si cette prise de conscience, ce désir de rétablir la vérité, n'a pas rendu Pocahontas un peu gênante pour les Anglais. Gênante, gênante. Pourquoi? Parce qu'elle remettait en question leur version de l'histoire. Elle dérangeait leur propagande, eh bien. Exactement. Pocahontas était devenue un symbole de la bonne entente entre Anglais et Amérindiens. Sa voix, si elle s'élevait contre la colonisation, pouvait tout faire basculer. Elle devenait une menace. C'est une hypothèse. Mais on sait que les Anglais étaient prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Et puis, il y a ce retour en Virginie. Un voyage qui va s'avérer fatal pour Pocahontas. Elle meurt sur le bateau à seulement 21 ans. Oui, officiellement on parle de maladie. Variole ou pneumonie, probablement contractée au contact des Européens. Mais certains historiens évoquent la possibilité d'un empoisonnement. C'est une théorie, oui. Pocahontas, de retour en Virginie, aurait pu déstabiliser l'ordre colonial. Sa présence aurait rappelé aux Anglais la brutalité de leurs actions. Sa mort, si elle était intentionnelle, aurait permis de faire taire une voix discordante. C'est une hypothèse troublante, mais qui n'est pas impossible. On sait que les Anglais n'ont pas hésité à utiliser la violence pour atteindre leurs objectifs. Et son fils, Thomas Rolfe, que devient-il? Il est abandonné par son père, John Rolfe, qui retourne en Virginie sans se soucier de l'enfant. Quelle horreur! C'est le frère de John, Henry Rolfe, qui prend en charge le jeune Thomas. Il est choqué par l'indifférence de son frère. John Rolfe n'a vu en Pocahontas qu'un outil pour ses ambitions. Un outil dont il se débarrasse une fois qu'elle n'est plus utile. C'est un destin tragique pour Pocahontas, mais aussi pour son fils. Thomas se retrouve orphelin, tiraillé entre deux mondes. Il symbolise la complexité de cette rencontre entre l'Europe et les Amérindiens. Une rencontre marquée par la violence, la manipulation, les drames personnels. Thomas grandit en Angleterre, loin de sa terre natale. On imagine le dilemme qu'il a dû vivre, tiraillé entre ses origines amérindiennes et son éducation anglaise. Oui, c'est un personnage fascinant, pris entre deux mondes. Et puis finalement, il décide de retourner en Virginie. Ah bon, il retourne sur la terre de sa mère. Exactement. Il s'installe là-bas, il hérite des terres de son père, il devient même lieutenant de la colonie de Jamestown. Incroyable, ouais, il a réussi à se faire une place dans la société coloniale. Oui, mais ce n'était pas facile. Ouais. À cette époque, les relations entre colons et Amérindiens sont très tendues. Il y a beaucoup de méfiance, de peur de chaque côté. Oui, et Thomas se retrouve au milieu de tout ça. Il essaye de renouer avec sa famille maternelle, mais les autorités coloniales s'y opposent. Elles interdisent tout contact entre colons et amérindiens. Exactement. Ils veulent éviter tout risque de conflit, de soulèvement. Thomas se retrouve piégé entre deux cultures qui se rejettent. Un destin tragique qui illustre bien les blessures profondes laissées par la colonisation. Oui, des blessures qui traversent les générations. Mais au-delà du drame personnel, l'histoire de Pocahontas et de son fils nous interroge sur notre rapport à l'histoire, à la mémoire.
C'est vrai. On a tendance à idéaliser certaines figures historiques, à oublier les aspects les plus sombres. L'histoire de Pocahontas, c'est l'histoire d'une rencontre entre deux mondes. Une rencontre qui a souvent été brutale, violente. On ne peut pas la réduire à une simple histoire d'amour, comme dans le dessin animé de Disney. Non, c'est une histoire bien plus complexe, qui nous parle de colonisation, de domination, de résistance aussi. Pocahontas a été manipulée, exploitée, mais elle a aussi fait preuve de courage, de résilience. Son histoire nous rappelle que derrière les mythes, les légendes, il y a des êtres humains, avec leurs forces et leurs faiblesses. Des êtres humains qui ont vécu des drames, des injustices. Et c'est important de se souvenir de tout ça, de ne pas oublier les erreurs du passé. Pour construire un avenir plus juste, plus équitable. Exactement. L'histoire n'est pas figée, elle est en constante évolution. C'est à nous de la questionner, de la réinterpréter pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Alors merci à tous de nous avoir suivis dans ce deep dive consacré à Pocahontas. J'espère qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur cette période fascinante et mouvementée de l'histoire. N'hésitez pas à consulter les sources, à vous documenter, à vous forger votre propre opinion. L'histoire est un dialogue permanent et c'est ensemble que nous pouvons la construire.